Un brouillard épais enveloppait comme un linceul les terres du clan des fils de Halvard, comme si les dieux eux-mêmes avaient décidé de dissimuler au regard étranger ce qui devait se produire en ce jour. La grande salle de la demeure du Jarl Halvard n'avait pas vu une telle affluence depuis de nombreuses années. Les tables massives en bois, occupant habituellement la partie centrale de la pièce, avaient été repoussées contre les murs, libérant l'espace pour les invités des deux camps. L'énorme foyer au centre de la salle flamboyait d'un feu éclatant, projetant des ombres dansantes sur les piliers sculptés qui soutenaient le toit. Les murs étaient ornés de boucliers et d'épées ancestrales, témoins muets d'innombrables batailles battues entre les clans. Aujourd'hui, ces reliques devaient devenir les symboles non pas de la guerre, mais de la paix. Enfin, les guerriers du clan des fils de Halvar se tenaient d'un côté de la salle, leurs cottes de mailles scintillant à la lumière des torches. Nombre d'entre eux portaient des cicatrices issues des affrontements avec les hommes de Ragnar, et ils devaient maintenant boire avec ceux qu'ils considéraient encore récemment comme des ennemis jurés. En face d'eux se trouvaient les invités du clan des fils de Ragnar, des hommes tout aussi rudes, aux cheveux tressés en nattes de combat, et aux yeux où couvaient encore les braises de l'hostilité récente. Entre les deux groupes s'étendait une frontière invisible que personne n'osait franchir le premier. Au fond de la salle, sur une estrade, se dressait le haut trône sculpté du Jarl Halvard. Le maître des lieux était un homme d'âge avancé, mais son dos restait droit et son regard perçant, méfiant. À ses côtés se tenait le Jarl Ragnar, un homme à peu près du même âge, dont le visage était sillonné de rides comme l'écorce d'un vieil arbre. Les deux chefs étaient assis côte à côte, mais leur posture trahissait une tension intérieure. Trop récent étaient les souvenirs des fils et des amis perdus dans les guerres fratricides. Vidar, fils de Halvard, se tenait à gauche du trône de son père, redressé de toute sa stature imposante. À 24 ans, il s'était déjà fait une réputation de guerrier courageux et de chef habile. Dans les yeux du jeune guerrier se lisait un mélange de fierté et d'inquiétude. Aujourd'hui se jouait non seulement le destin de l'Alliance, mais aussi le sien propre. À droite du Jarl Halvard se tenait son fils cadet Brunjar, de 2 ans plus jeune que son frère et nettement moins imposante en taille et en force. Si Vidar ressemblait à son père, Brunjar rappelait davantage sa mère. Aujourd'hui, son visage arborait une expression d'intérêt courtois. Mais un observateur attentif aurait pu remarquer la crispation des muscles de sa mâchoire. Les femmes du clan des fils de Ragnar occupaient une place particulière dans la salle. Au centre de leur petit groupe était assise une jeune fille d'une beauté extraordinaire, qui devait être au cœur de la célébration d'aujourd'hui. Sölvi, fille de Ragnar, venait tout juste d'atteindre 18 ans. Mais elle était déjà célèbre non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son esprit vif. Ses longs cheveux couleur de blé mûr étaient tressés en une coiffure complexe, ornée d'épingles d'argent. Et les traits délicats de son visage semblaient taillés par un artisan habile dans de l'ivoire. Elle portait sa plus belle robe de tissu bleu foncé, brodée de fils d'or, mais sa beauté ne pouvait dissimuler la pâleur de sa peau, ni le tremblement de ses mains, qu'elle tentait vainement de maîtriser. Et dans ses yeux se tapissait une douleur vive qui menaçait de déborder à tout moment. Sölvi évitait de regarder dans la direction de Vidar, bien qu'elle sentît son regard sur elle. À la place, elle fixait les flammes du foyer, comme si elle tentait de trouver dans les langues de feu dansantes la réponse à la question qui torturait son âme. Son père lui avait expliqué maintes fois l'importance de cette alliance. Trop de sang avait été versé dans des escarmouches insensées, trop de familles avaient perdu leur soutien. Mais la compréhension de cette nécessité ne pouvait étouffer la peur d'un avenir inconnu et le chagrin de la liberté perdue. À côté de Sölvi était assise sa jeune sœur Ylva, une jeune fille de 14 ans. Elle examinait avec un intérêt non dissimulé la décoration de la salle et les invités, posant à voix basse à sa sœur aînée des questions auxquelles celle-ci n'avait pas la force de répondre. Ylva ne comprenait pas encore toute la gravité de ce qui se passait et percevait cette journée comme une aventure fascinante. Les serviteurs allaient et venaient entre les invités,
remplissant les cornes d'hydromel et de bière, disposant sur les tables des plats de viande rôtie, de pain frais et de légumes de saison. L'arôme de la nourriture se mêlait à l'odeur de fumée du foyer et à la sueur des personnes rassemblées, créant cette atmosphère particulière caractéristique des grands festins. Mais aujourd'hui, même les mets les plus habilement préparés semblaient fades. Tous attendaient le moment où serait prononcé le serment scellant l'alliance. Peu à peu, le bruit des voix s'apaisa, et le Jarl Halvard se leva lentement de son siège. Ses mouvements étaient majestueux et mesurés. Les années de pouvoir lui avaient appris l'importance de chaque geste. Il tenait dans ses mains une grande corne d'ivoire, incrustée d'argent et de runes, qui se transmettait dans sa lignée de génération en génération. L'hydromel dans la corne était spécial, préparé selon une recette ancienne, avec l'ajout d'herbes sacrées. La voix du jarl résonna dans toute la salle, faisant taire même les discuteurs les plus acharnés. Il parlait des temps anciens, quand les ancêtres des deux lignées combattaient côte à côte contre des ennemis communs, de la façon dont une querelle stupide au sujet des limites de pâturage avait divisé pendant des décennies des clans autrefois amicaux. Ces mots étaient pesés et solennels. Chaque phrase portait en elle le poids des traditions et la sagesse des années. Le vieux guerrier évoqua les pertes subies par les deux camps dans d'incessants affrontements, les veuves pleurant leurs époux, les enfants ayant grandi sans père. Il dit que la terre était lasse du sang, et que les dieux s'étaient détournés de ceux qui versaient le sang de leurs semblables pour de mesquines disputes. Le temps était venu d'oublier les vieilles rancunes et de s'unir face aux nouvelles menaces venant de la mer et de terres lointaines. Le Jarl Ragnar se leva en réponse, tenant dans ses mains sa propre corne rituelle. Son discours fut plus bref, mais non moins lourd de sens. Lorsque les deux chefs levèrent en leurs cornes, la salle explosa en cris d'approbation retentissants. Vidar observait ce qui se passait avec des sentiments mêlés. D'un côté, il comprenait l'importance de l'alliance pour l'avenir des deux familles et était fier qu'on lui confie une mission si lourde de responsabilité. De l'autre, le regard porté sur Sölvi éveillait en lui non seulement l'admiration pour sa beauté, mais aussi l'inquiétude de percevoir sa réticence manifeste. Il avait suffisamment d'expérience avec les femmes pour comprendre. La jeune fille avait très peur. Il comprenait que goûter à sa beauté ne se ferait pas de sitôt. Brynjar se tenait près de son frère, partageant en apparence la liesse générale, mais éprouvant au fond de son âme des sentiments tout autres. Banalement, mais oui. Il voyait comment son père regardait son fils aîné avec fierté, comment les invités hochaient la tête avec approbation en regardant le futur jarl. Lui-même était toujours resté dans l'ombre de son frère, se contentant du rôle de second fils, à qui il était destiné de servir d'appui à l'aîné et de ne jamais prétendre au pouvoir. Celui-ci obtenait toujours le meilleur, la meilleure position, la meilleure boisson, l'approbation sociale, les meilleures femmes. Aujourd'hui, cette différence dans leur statut se faisait sentir, avec une acuité particulière. Le festin se poursuivit jusqu'au cœur de la nuit. Peu à peu, les gens regagnèrent leurs appartements dans la demeure et les habitations temporaires, construites spécialement pour les invités. Ils avaient décidé de commencer prudemment. D'abord, les discours, les présentations, les libations communes. Il fallait s'apprivoiser. Pouvaient-ils vraiment se faire confiance mutuellement? Heureusement, tout s'était bien passé. Ils avaient bu beaucoup intentionnellement, pour que si de graves rancunes existaient, elles éclatent au plus vite. C'était une épreuve, et heureusement, tout s'était bien déroulé. Et voilà que dans quelques jours devait avoir lieu la cérémonie de mariage elle-même. Mais le pas principal vers l'alliance avait déjà été franchi. Lorsque la salle fut enfin vide, le jarl Halvard resta seul avec ses fils. Le vieux guerrier semblait fatigué, mais satisfait. La journée s'était mieux déroulée qu'il n'osait l'espérer. Vidar aida son père à regagner ses appartements, tandis que Brynjar débarrassait silencieusement les tables des restes du festin. Dans le silence qui s'était installé, chacun d'eux pensait au lendemain et à la façon dont leur vie changerait après le mariage. Le matin de la veille du mariage se révéla gris et humide.
D'épais nuages pendaient de bas au-dessus de la terre, comme si les cieux eux-mêmes désapprouvaient l'union à venir. Vidar se réveilla tôt, avant l'aube, et resta longtemps allongé sur sa couche, réfléchissant à la journée à venir. Le sommeil venait par à-coups, rempli de visions étranges et d'images inquiétantes. Tantôt il rêvait qu'il se tenait seul devant l'autel et que la mariée n'apparaissait jamais. Tantôt que le festin nuptial se transformait en boucherie sanglante entre les clans. Une fois complètement réveillé, il sentit un poids dans sa poitrine. Certes, la raison lui disait qu'il était au mal de priver une jeune fille de sa liberté, mais qu'elle était belle. Après le repas matinal, il décida de retrouver Sölvi et de lui parler en privé. Hier, pendant le festin, la jeune fille semblait si lointaine et inaccessible, comme si ses pensées voguaient dans un tout autre monde. Vidar comprenait qu'il fallait la rassurer. Il déploierait tout son charme. Il trouva Sölvi derrière le bâtiment principal de la demeure, où elle était assise sur un banc de bois sous un vieux chêne. La jeune fille portait une simple robe grise, et ses magnifiques cheveux tombaient sains librement sur ses épaules. Dans ses mains, elle tenait une couronne de fleurs fanées, qu'elle défaisait lentement, arrachant pétale après pétale. Son visage était pâle, et ses yeux rouges des larmes qu'elle avait manifestement versées cette nuit. À l'apparition de Vidar, Sölvi tressaillit et s'empressa d'essuyer ses yeux du bord de sa robe. Elle tenta de se lever et apparemment de s'enfuir, mais Vidar l'arrêta d'un geste et s'assit près d'elle sur le banc, laissant entre eux une distance respectueuse. Il sentait que le moindre mouvement inconsidéré pourrait effaroucher la jeune fille, comme un oiseau des bois. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent assis en silence, écoutant le vent bruire dans les cimes des arbres et, quelque part au loin, des chiens aboyer. Vidar cherchait les mots appropriés, mais toutes les phrases qui lui venaient à l'esprit semblaient déplacées. Finalement, il se décida à parler, choisissant les mots les plus simples et les plus sincères qu'il put trouver. Il dit qu'il comprenait ses craintes et regrettait que les circonstances se soient arrangées de cette façon. Vidar admit que lui-même n'avait pas rêvé d'un mariage de convenance, mais croyait qu'entre eux pourrait naître un véritable attachement, s'ils se donnaient mutuellement cette chance. Sölvi l'écoutait sans lever les yeux de la couronne dans ses mains. Lorsque Vidar se tut, elle garda longtemps le silence, puis se mit à parler d'une voix basse et tremblante. Ses mots étaient emplis de désespoir et de peur qu'elle ne pouvait plus dissimuler, car il s'avéra que ce n'était pas seulement une question de mariage de convenance. La jeune fille raconta ses pressentiments, les rêves étranges qui la poursuivaient ces dernières semaines. Était-ce de l'anxiété? Elle rêvait qu'elle se tenait en robe rouge au milieu d'une forêt sombre, et que des loups hurlaient autour d'elle. Dans son rêve, elle tentait de fuir, mais ses jambes ne lui obéissaient pas, et les voix bestiales devenaient de plus en plus fortes et proches. Parfois, il lui semblait que les loups parlaient avec des voix humaines, prononçant des mots dans une langue inconnue, mais leur sens était clair. Ils annonçaient le malheur et l'effusion de sang. Sölvi confessa qu'elle ne craignait pas seulement le mariage, mais le fait même de cette alliance. Il lui semblait que les dieux désapprouvaient les tentatives de réconcilier les clans ennemis de cette manière, que la vengeance et la haine accumulées pendant des décennies ne pouvaient en disparaître à cause d'un seul mariage. La jeune fille parlait du sentiment d'être un animal sacrificiel, qu'on offrait aux dieux courroucés dans l'espoir de les apaiser. Vidar l'écoutait attentivement, tentant de comprendre ce qui se cachait derrière ces mots. Il voyait que Sölvi croyait sincèrement en ses pressentiments, et que ce n'était pas un caprice féminin ordinaire, ou une tentative d'éviter un mariage non désiré. Dans ses yeux se lisait une véritable terreur, et cela l'obligeait à prendre ses paroles au sérieux. Mais en même temps, Vidar comprenait qu'il était trop tard pour reculer. Trop d'efforts avaient été consacrés à l'organisation de cette alliance. Trop d'espoir reposait sur leur mariage. L'annulation du mariage, au dernier moment, pourrait être perçue comme une offense et conduire à la reprise de l'hostilité, mais sous une forme plus cruelle. Le sang qui avait été versé pour parvenir à la paix se serait révélé versé en vain. Il tenta de rassurer Sölvi,
lui expliquant que les rêves et les pressentiments étaient souvent trompeurs, surtout dans les périodes de forte tension émotionnelle. Vidar lui raconta sa propre expérience, comment, avant sa première bataille importante, il avait fait des cauchemars dans lesquels il mourait sous l'épée ennemie, mais qu'en réalité il était rentré chez lui sain et sauf. La jeune fille l'écoutait, mais il n'y avait pas de conviction dans ses yeux. Elle secoua la tête et prononça doucement que ses rêves différaient des cauchemars nocturnes ordinaires. Il y avait en eux une sorte de force prophétique qu'elle ressentait de tout son être. Sölvi raconta que dans sa lignée, les femmes possédaient parfois le don de prémonition, et que sa grand-mère avait à maintes reprises prédit des événements qui s'étaient ensuite réalisés, avec une exactitude stupéfiante. Vidar sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il était un guerrier et avait l'habitude de se fier à la force de ses bras et au tranchant de son épée. Et pourtant, il considérait que la jeune fille inventait des histoires par désespoir. Néanmoins, il tenta de trouver un compromis. Vidar proposa à Sölvi de repousser le mariage de quelques jours, afin qu'elle puisse mieux se préparer mentalement. Mais Sölvi secoua la tête. Elle expliqua que le report ne ferait qu'augmenter la tension entre les clans et donnerait lieu à de nouvelles rumeurs et suppositions. Les gens commenceraient sans à dire que la mariée résistait au mariage, qu'elle se considérait trop bien pour le fils de Halvard, que sa famille tentait de violer les accords conclus. Cela pourrait conduire à n'importe quoi. Tout était trop imprévisible. La jeune fille se leva du banc et fit quelques pas vers le bord du jardin, où poussaient de hauts pins. Sa silhouette semblait frêle et sans défense sur le fond de verdure sombre. Lorsqu'elle se retourna, dans ses yeux brillait une détermination qui n'était pas là quelques minutes auparavant. Sölvi dit qu'elle était prête à accomplir son devoir envers sa famille et son clan, mais demandait à Vidar une faveur. Elle avait besoin d'une nuit supplémentaire pour réfléchir et prier, afin de tenter de trouver la paix dans son âme et de se préparer à une nouvelle vie. La jeune fille lui demanda de ne pas venir la voir ce soir et de lui permettre de passer sa dernière nuit seule dans ses appartements de jeune fille. Vidar hocha la tête, acceptant sa requête. Il s'approcha prudemment de Sölvi et prit doucement sa main. La jeune fille retira sa main. Il lui promit qu'il ferait tout son possible pour que leur mariage devienne une source de bonheur et non de souffrance. Vidar jura de la protéger de tous les dangers et de ne jamais lui causer de tort. Il s'efforça de prononcer ces mots sincèrement, de tout son cœur, et Sölvi sembla ressentir leur véracité. Pour la première fois de toute leur conversation, un faible sourire apparut sur son visage. Lorsque Vidar la quitta, laissant Sölvi seul avec ses pensées, son cœur était lourd. La conversation ne lui avait pas apporté le soulagement qu'il espérait. Au contraire, les inquiétudes et les doutes n'avaient été faits que s'intensifier. Il croyait en la force de la volonté humaine et pensait que les gens forgent leur propre destin, mais les paroles de sa fiancée l'avaient amené à réfléchir au fait qu'il existe des choses qui échappent même à la volonté la plus forte. Et si elle avait vraiment eu des parents devins? Le reste de la journée se passa en préparatifs pour la cérémonie du lendemain. Vidar s'efforça de s'occuper avec des tâches pratiques, mais ses pensées revenaient constamment à la conversation avec Sölvi. Et il se surprit plusieurs fois à scruter attentivement les visages des invités, tentant de comprendre si quelque chose ne se cachait pas derrière les sourires courtois. Le soir, lorsque le soleil disparut à l'horizon et que les torches furent allumées dans la cour, Vidar tint sa promesse et n'alla pas aux appartements de sa fiancée. Le jour du mariage commença sous un ciel clair, ce que beaucoup perçurent comme un signe favorable des dieux. Le soleil se leva au-dessus des terres du clan des fils de Halvard, dissipant le brouillard matinal et colorant le feuillage des arbres de tons dorés. L'air était frais et frais, empli du parfum des fleurs d'automne et de la fumée des foyers, où l'on préparait le repas de fête. Il semblait que la nature elle-même bénissait l'union des deux lignées. Dans la grande salle de la demeure régnait une animation intense. Les serviteurs disposaient les tables, les recouvrant des plus belles étoffes et disposant la vaisselle précieuse qui se conservait dans la famille des fils de Halvard depuis de nombreuses générations.
Vidar s'éveilla avant l'aube et ne put se rendormir. Après la prière matinale et les ablutions, on revêtit Vidar de ses plus beaux vêtements. La chemise de lin fin était brodée de fils d'argent. Par-dessus, on enfila un cafetan de drap bleu foncé bordé de fourrure. On jeta sur ses épaules un manteau fixé par une massive fibule d'argent représentant un loup, l'emblème de la lignée des fils de Halvar. La ceinture était ornée d'une précieuse boucle, et on y suspendit l'épée cérémonielle dans son fourreau incrusté d'or. Au même moment, dans la partie féminine de la maison, on préparait la mariée. Sölvi restait assise immobile pendant que les servantes peignaient ses longs cheveux et les tressaient. La robe de mariage était cousue dans un tissu vert foncé. La jeune fille ne parlait presque pas, se contentant de hocher la tête de temps à autre en réponse aux questions des servantes. Son visage était pâle. Vers midi, les invités commencèrent à se rassembler dans la grande salle. Lorsque le soleil atteignit son zénith, entra dans la salle le prêtre d'Odin, un vieil homme à la longue barbe grise, vêtu de robe blanche et tenant dans ses mains un bâton sacré. Son apparition donna le signal du début de la cérémonie. Vidar s'avança le premier, accompagné de ses plus proches amis et parents. Il avait l'air majestueux et confiant, mais ceux qui le connaissaient un peu bien pouvaient remarquer une légère tension dans sa posture. Quelques minutes plus tard, les portes de la salle s'ouvrirent en grand. En tête marchaient les jeunes filles du clan des fils de Ragnar, jetant des pétales de fleurs et chantant d'anciennes chansons sur l'amour et la fertilité. Derrière elles suivaient les anciens de la lignée, portant des objets rituels et des présents pour les jeunes mariés. Enfin, apparut Sölvi elle-même, conduite par le bras par son père et son oncle. Elle marchait lentement, avec mesure, comme il convenait à une mariée. Le prêtre invoquait les dieux, leur demandant de bénir l'union des deux lignées et d'accorder au jeune couple bonheur, santé et nombreuse descendance. La fumée des herbes à brûler montait vers le plafond, emportant les prières vers les cieux. Vint le moment de prononcer les serments. Vidar jura à une haute et les claires voix d'aimer et de protéger Sölvi, d'être pour elle un époux fidèle et un soutien solide. Sa voix résonnait avec assurance, et de nombreux invités hochèrent la tête avec approbation, en écoutant les paroles sincères du jeune guerrier. Puis vint le tour de Sölvi. Le prêtre s'adressa à elle avec les paroles traditionnelles, l'appelant à jurer fidélité et obéissance à son époux. La jeune fille garda le silence si longtemps qu'un silence tendu s'installa dans la salle. Finalement, elle leva son voile, découvrant son visage, et prononça à voix basse, à peine audible, les paroles du serment. Après la boisson rituelle dans la coupe commune, la cérémonie fut achevée. Le prêtre déclara Vidar et Sölvi mari et femme, et la salle explosa en cris de joie. Les guerriers frappèrent leurs épées contre leurs boucliers, les femmes lancèrent des fleurs. Commença un nouveau festin qui devait se prolonger jusqu'au cœur de la nuit. Les tables croulaient sous les mets, gibier varié, poissons frais, pains et gâteaux au miel. L'hydromel et la bière coulaient à flots, et bientôt s'installa dans la salle une atmosphère de véritable fête. Les jeunes mariés étaient assis à la table principale, recevant les félicitations et les présents des invités. Vidar s'efforçait de paraître joyeux, mais ses regards se tournaient constamment vers sa femme, qui ne touchait presque pas à la nourriture et répondait aux sollicitations par monosyllabes. Au fur et à mesure que le festin se poursuivait, l'atmosphère devenait de plus en plus détendue. De vieux ennemis s'embrassaient comme des frères, partageaient des souvenirs et échafaudaient des plans pour l'avenir. Les jeunes guerriers rivalisaient de force et d'adresse, et les jeunes filles menaient des rondes au son de la musique des harpistes. Lorsque le soleil déclina vers le couchant, commencèrent les jeux et compétitions traditionnelles du mariage. Les guerriers démontrèrent leur maîtrise du lancer de javelot et du tir à l'arc, tandis que les femmes présentèrent des danses et chantèrent des chansons. La gaieté atteignit son apogée, et même les vieillards, les plus sévères, souriaient en regardant ce qui se passait. Après la fin des célébrations, le marié devait porter la mariée par-dessus le seuil, afin que les esprits ne puissent lui nuire.
Le mari remettait à sa femme les clés, signe de confiance et de pouvoir dans la maison. Enfin arriva le moment que tous attendaient et redoutaient à la fois, l'heure de la nuit nuptiale. Selon la tradition, la jeune épouse devait être conduite aux appartements nuptiaux où son mari l'attendrait. Les jeunes mariés devaient être accompagnés de chandelles. C'était le symbole de la lumière des dieux, menant vers une nouvelle vie. Dans la chambre devait être préparée la couverture nuptiale, symbole de fertilité, et l'épée que le marié avait en cote 25 avec le père de la mariée pendant le mariage. Elle était placée à côté comme signe de l'union des lignées. Parfois remplaçait une coupe de miel pour que le couple boive et scelle l'alliance. Tout fut exécuté dans les meilleures traditions. Mais lorsque la procession se dirigea vers les appartements des jeunes mariés, il s'avéra que la mariée avait disparu. On pensa d'abord qu'elle s'était simplement absentée pour un besoin naturel, mais des heures de recherche dans la maison ne donnèrent rien. Sylvie semblait s'être évaporée dans l'air, sans laisser aucune trace de sa présence. La panique gagna les invités progressivement. D'abord, les femmes chuchotèrent discrètement, puis les hommes s'inquiétèrent, et ensuite commencèrent dans des recherches ouvertes. On fouilla toute la maison, tous les bâtiments annexes. On regarda dans chaque recoin, mais Sylvie n'était nulle part. Dans les appartements nuptiaux des jeunes mariés, on fit une découverte terrible. Sur le sol gisaient des lambeaux de robe, comme si elle avait été mise en pièces dans une lutte acharnée. À côté se trouvait l'une des épingles d'argent qui ornaient la coiffure de la mariée. Et sur le sol de pierre se voyaient des taches sombres qui pouvaient être du sang. Vidar se tenait au milieu de la chambre saccagée, tenant dans ses mains un morceau de tissu de soie. Son visage était blanc de fureur et de désespoir. Il ne pouvait comprendre comment une chose pareille avait pu se produire dans sa propre maison, parmi ses parents et ses amis. Qui avait pu oser commettre un crime si audacieux au moment le plus sacré? Il pensait que le malheur viendrait, mais ne s'attendait pas à ce que ce soit précisément ainsi. Le jarl Ragnar fit irruption dans les appartements avec ses hommes. Voyant la chambre saccagée, il entra dans une rage folle. Le vieux guerrier accusa la famille des fils de Halvard de trahison et de complot, cria que tout cela avait été orchestré pour déshonorer sa fille et son clan. Ces hommes saisirent leurs épées, prêts à défendre l'honneur de leur lignée. Les guerriers du clan des fils de Halvard dégainèrent également leurs armes, refusant de tolérer les insultes dans leur propre maison. L'air sentit le sang, et il sembla qu'en quelques instants, le festin nuptial allait se transformer en carnage. Seule l'intervention du jarl Halvard et de quelques sages anciens empêcha le massacre immédiat. Mais la tension continuait de monter. Les invités du clan des fils de Ragnar parlaient ouvertement du fait que la jeune fille n'avait apparemment pas pu supporter la honte d'un mariage avec des barbares et avait préféré fuir dans les forêts ou même mettre fin à ses jours. Vidar écoutait ces accusations avec une colère grandissante. La nuit se passa en recherches infructueuses et accusations mutuelles. Au matin, il devint clair que l'alliance entre les clans ne tenait qu'à un fil et que la disparition de Sylvie pouvait devenir la cause d'une nouvelle guerre, encore plus sanglante. L'aube n'apporta que de nouvelles inquiétudes. Le jarl Halvard réunit un conseil des guerriers, les plus âgés du clan. Les hommes à barbe grise étaient assis en cercle, leurs visages sévères et préoccupés. On discutait diverses versions de ce qui s'était passé. De la fuite de la mariée à l'enlèvement par des ennemis de la lignée. Certains proposaient d'envoyer immédiatement des messagers dans tous les villages voisins. D'autres insistaient pour une fouille minutieuse de leur propre terre. Vidar écoutait ces délibérations avec une impatience croissante. Pendant que les vieillards débattaient, les pistes refroidissaient, et Sylvie pouvait être en danger mortel. Il comprenait la nécessité du conseil et de la planification. Mais chaque minute perdue pouvait coûter la vie à sa femme. Finalement, il n'y tint plus et demanda la permission d'organiser un groupe de recherche. Son père le regarda longuement, pesant le pour et le contre. Ayant reçu la bénédiction de son père, Vidar rassembla rapidement un petit détachement de ses amis les plus fidèles et de pisteurs expérimentés.
Le groupe comprenait 5 hommes. Vidar lui-même, son cousin Ulf, le vieux chasseur Asmund qui pouvait lire les traces mieux que quiconque, le jeune guerrier Orm et Steinar, qui connaissait les forêts environnantes comme sa poche. Chacun des compagnons était armé d'une épée et d'une lance, avait avec lui des provisions pour plusieurs jours. Ils emmenèrent Kiitint des chiens de chasse, espérant qu'ils pourraient flairer l'odeur de la jeune fille disparue. Vidar emporta un des vêtements de Sölvi pour donner aux animaux la bonne piste. Les recherches commencèrent par un examen minutieux des appartements des jeunes mariés et des pièces adjacentes. Asmund étudiait attentivement chaque recoin, chaque fissure dans les dalles de pierre du sol. Son œil expérimenté remarquait des détails qui échappaient un aux autres. Des usures sur le mur, des taches à peine visibles, d'étranges éraflures sur le bois. Le vieux pisteur découvrit ce qui avait été négligé dans la confusion de la nuit précédente. Près de la fenêtre de la chambre, qui donnait sur une petite cour intérieure, on voyait sur le rebord de pierre des griffures fraîches, comme si quelqu'un s'y était accroché avec ses ongles. Sur le sol sous la fenêtre gisaient plusieurs fils d'or de la robe de mariage, et le cadre de la fenêtre lui-même était légèrement endommagé, comme si on l'avait ouvert avec force ou, au contraire, tenté de le refermer. Cette découverte changeait complètement le tableau de ce qui s'était passé. Il devint clair que Sölvi n'avait pas quitté les appartements par la porte. On l'avait fait sortir par la fenêtre. Cela n'était possible qu'avec la participation de plusieurs personnes, puisque la fenêtre se trouvait assez haut, et qu'il aurait été difficile pour une seule personne de maîtriser une jeune fille qui se débattait. Le détachement descendit dans la cour intérieure et commença à chercher des traces sous la fenêtre. La terre ici avait été piétinée par les pieds de nombreuses personnes qui, dans la panique, avaient cherché la mariée disparue la nuit précédente. Mais Asmund parvint à distinguer des empreintes plus anciennes. Il trouva des traces de lutte, l'herbe foulée, l'empreinte d'un genou sur la terre meuble, quelques gouttes de sang séchées sur les pierres. La découverte la plus importante les attendait au bord de la cour. Là où commençait un petit potager, Asmund découvrit des empreintes nettes de bottes de plusieurs personnes. Les scènes et traces étaient nées fraîches, laissées pas plus d'un jour auparavant. Les chiens, ayant eu l'occasion de flairer l'odeur sur les vêtements de Sölvi, s'intéressèrent immédiatement aux traces. Ils se mirent à renifler la terre, à gémir et à tirer sur les laisses en direction de la forêt. C'était une preuve supplémentaire que la jeune fille avait réellement été emmenée contre sa volonté. La piste menait de la demeure vers l'épaisse forêt, qui commençait à environ une demi-verste de la maison. Le détachement la suivit, examinant attentivement chaque mètre du chemin. De temps à autre, Asmund s'arrêtait, étudiant des branches brisées, l'herbe foulée, ou des empreintes sur la terre meuble. Au fur et à mesure qu'il progressait dans la forêt, les traces devenaient de plus en plus nettes. Les ravisseurs, apparemment, ne s'attendaient pas à une poursuite si rapide et ne prenaient pas vraiment soin de dissimuler leurs traces. Il devenait clair que le groupe se composait de 4 ou 5 personnes, dont l'une portait ou traînait la jeune fille, puisque ces légères empreintes n'apparaissaient que rarement. Environ 1 heure plus tard, le détachement tomba sur le premier indice sérieux. Près d'un petit ruisseau où les ravisseurs avaient manifestement fait halte, Ulf trouva dans les buissons un morceau de soie verte de la taille d'une paume. C'était un fragment de la robe de mariage de Sölvi, et on y voyait des taches de sang. La trouvaille montrait clairement que la jeune fille était blessée. Près du ruisseau, le pisteur découvrit un endroit où l'on avait allumé un petit feu. Les braises étaient encore tièdes, ce qui signifiait que les ravisseurs ne se trouvaient pas très loin devant. Asmund examina attentivement les cendres et y trouva des restes de tissus brûlés. Quelqu'un avait tenté de détruire des preuves, mais l'avait fait à la hâte et négligemment. La découverte la plus inquiétante les attendait un peu plus loin, le long du ruisseau. Sur la rive boueuse s'étaient clairement imprimées des traces de lutte. Des sillons profonds laissés par les talons de chaussures de femmes. Des empreintes de mains sur la terre molle. Des éclaboussures de sang sur les pierres riveraines. Que faisait-il donc? Les chiens devenaient de plus en plus excités.
La piste conduisit le détachement à une petite clairière, au fond de la forêt, entourée de fourrés denses. Ici, les ravisseurs avaient manifestement fait un arrêt prolongé. Sur le sol se voyaient que les traces de plusieurs feux, des restes de nourriture, des empreintes de nombreux pieds. Apparemment, c'était un lieu de rencontre préparé à l'avance ou un refuge temporaire. Asmund examina attentivement la clairière et conclut que bien plus de gens que supposé initialement étaient venus ici. Les traces montraient non la présence d'au moins 10 personnes, et toutes n'étaient pas venues avec les ravisseurs. Certaines traces étaient plus anciennes, ce qui signifiait que la rencontre avait été planifiée à l'avance. Au centre de la clairière, le pisteur découvrit un endroit où avait été allongée une personne ligotée. L'herbe l'était foulée. La découverte la plus étrange les attendait à la lisière nord de la clairière. Là, Orm découvrit un petit tas de cendres et d'objets brûlés qui n'appartenaient manifestement pas aux feux ordinaires. Parmi les cendres se voyaient des restes de tissus, d'objets petits et métalliques, peut-être de bijoux, et même du tissu. C'était terrible d'imaginer ce qui s'était passé ici. De la clairière partaient plusieurs sentiers dans différentes directions, ce qui compliquait considérablement les recherches ultérieures. Les ravisseurs s'étaient séparés, espérant manifestement semer les poursuivants. Les chiens couraient d'un sentier à l'autre, ne sachant lequel suivre. L'odeur de Sölvi se sentait dans toutes les directions, mais avec une intensité différente. Après de longues réflexions, Vidar prit la décision de diviser le détachement. Asmund avec Steinar devaient suivre la piste la plus fraîche, menant vers le nord, vers les montagnes. Ulf avec Orm prirent le sentier ouest qui menait au territoire du clan voisin. Vidar lui-même prit la direction est, où la trace était la plus faible. Avant de se séparer, les guerriers convinrent de signaux et d'une heure de rendez-vous. Si quelqu'un découvrait Sölvi ou ses ravisseurs, il devait donner un signe convenu, un sifflement particulier qui s'entendait de loin. Tous devaient se retrouver à la clairière, au coucher du soleil, quels que soient les résultats des recherches. Vidar s'engagea sur son sentier, le cœur lourd. À chaque heure qui passait, l'espoir de sauver sa femme saine et sauve diminuait. Et pourtant, il avait déjà juré. Environ 2 heures après avoir marché seul, il tomba sur une autre étrangeté. Au fond de la forêt, loin de tous les sentiers, il découvrit les restes d'un petit campement. Quelqu'un s'était manifestement caché ici pendant plusieurs jours. Mais ce n'étaient pas les ravisseurs de Sölvi. Les traces étaient plus anciennes. Et les objets trouvés dans le camp indiquaient qu'une seule personne s'était cachée ici, qui de plus connaissait bien les lieux. Parmi les cendres du feu, Vidar trouva un morceau de tissu brûlé, dont la couleur et la qualité lui semblèrent familières. Il réfléchit longuement à l'endroit où il avait pu voir une telle étoffe, mais la mémoire ne lui donnait pas de réponse. Néanmoins, la trouvaille Lélefia fut soigneusement enveloppée et cachée. Peut-être servirait-elle encore. Vers le soir, lorsque le soleil commença à décliner vers l'horizon, le détachement se rassembla à la clairière convenue. Les résultats des recherches étaient contradictoires et inquiétants. Le retour à la demeure fut sombre. Vidar portait en lui la certitude amère que sa femme était vivante, mais se trouvait en danger mortel. Le deuxième jour de recherche commença avant l'aube. Vidar ne pouvait plus rester à la demeure, écoutant les chuchotements des serviteurs et voyant les regards accusateurs des invités du clan, des fils de Ragnar. La tension entre les deux lignées montait d'heure en heure, et seule la présence des anciens retenait les guerriers d'affrontements ouverts. Cette fois, il décida de partir seul à la recherche, n'emportant que le strict nécessaire: épée, couteau, arc avec carquois de flèches, petite provision de nourriture et d'osier. Vidar connaissait ces forêts depuis l'enfance, mais ne s'était jamais enfoncé auparavant dans leurs recoins les plus reculés. Maintenant, son intuition lui disait que c'était précisément là qu'il fallait chercher Sölvi. Les 2 premières heures de marche n'apportèrent rien de nouveau. Vers midi, il tomba sur une trouvaille étrange. À l'écart du sentier principal, dans un petit vallon entre les collines, se dressait une cabane de bûcheron à moitié en ruine.
La construction paraissait abandonnée depuis de nombreuses années. Le toit s'était partiellement effondré, les murs étaient couverts de mousse, et la porte ne tenait plus que par un gond. Mais quelque chose dans l'aspect de cet endroit alerta Vidar. L'herbe autour de la cabane était légèrement foulée, comme si des gens étaient récemment passés par là. À l'entrée de la construction, il remarqua des traces fraîches de feu. Vidar s'approcha prudemment de la cabane, la main sur la poignée de son épée. À l'intérieur, régnait la pénombre. Mais peu à peu, ses yeux s'habituèrent à la faible lumière pénétrant par les trous dans le toit et les murs. Ce qu'il vit fit battre son cœur plus vite. Dans un coin de la cabane, sur un tas de vieilles paille, gisait Sölvi. La jeune fille était inconsciente, ses mains et ses pieds liés par une corde grossière, et sa bouche bâillonnée par un morceau de tissu. Sa robe était réduite à des haillons, ses cheveux défaits, et sur son visage se voyaient des bleus et des écorchures. Respirait-elle? Vidar se précipita vers sa femme, mais à peine avait-il fait quelques pas qu'il entendit derrière lui le craquement discret d'une planche. Il se retourna brusquement et vit dans l'embrasure de la porte la silhouette d'un homme avec une épée nue. L'instant d'après, deux autres se jetèrent sur lui, surgissant de derrière les murs de la cabane. Il parvint à parer le premier coup en dégainant sa propre lame. L'épée heurta l'épée dans un cliquetis, faisant jaillir des étincelles. Les assaillants portaient des masques dissimulant leur visage, mais d'après leurs mouvements et leur façon de tenir les armes, on voyait que c'était un des guerriers expérimentés. Ils attaquaient de façon coordonnée, comme s'ils combattaient ensemble depuis longtemps. Vidar se retrouva dans une position extrêmement défavorable, dos au mur, contre trois adversaires dans l'espace exigu de la cabane. Mais les années d'entraînement et sa force naturelle ne le trahirent pas chez Guillanpa. Il parvint à repousser la première attaque et même à blesser l'un des assaillants à l'épaule. Le combat fut furieux, mais bref. L'un des adversaires tenta de prendre le flanc, mais se heurta au coup du poignard de Vidar. Le second attaqua de front, mais reçut une blessure mortelle à la poitrine. Le troisième, voyant la mort de ses compagnons, tenta de fuir, mais Vidar le rattrapa au seuil de la cabane. Lorsque le dernier assaillant s'effondra au sol, Vidar se tenait debout au-dessus des corps, respirant lourdement de l'effort du combat. Sa cotte de mailles était tailladée en plusieurs endroits, et sur ses bras se voyaient des coupures fraîches, mais dans l'ensemble, il était resté indemne. L'essentiel, Sölvi était sauvé. Il se hâta vers sa femme et retira prudemment le bâillon de sa bouche. La jeune fille gémit et ouvrit lentement les yeux. D'abord, il n'y eut en ceux que peur et confusion. Mais lorsqu'elle reconnut son mari, une expression d'immense soulagement apparut sur son visage. Sölvi était faible et pouvait à peine parler. Vidar défit les cordes qui entravaient ses mains et ses pieds et lui donna de l'eau de sa gourde. Peu à peu, la jeune fille reprenait ses esprits et commença à raconter ce qui lui était arrivé. La nuit du mariage, alors qu'elle se préparait à la cérémonie nuptiale dans ses appartements, plusieurs personnes masquées firent soudain irruption par la fenêtre. Elles lui bâillonnèrent dans la bouche et la ligotèrent avant qu'elle puisse crier. Puis on la fit sortir par la même fenêtre et on la traîna dans la forêt. Les guenilles ravisseurs marchèrent longtemps par des sentiers tortueux, changeant plusieurs fois de direction, cherchant manifestement à faire perdre la piste à d'éventuels poursuivants. Sölvi tenta de mémoriser le chemin, mais dans l'obscurité et dans un état de choc, c'était presque impossible. Dans cette cabane, on la retint 2 jours, ne lui donnant que de l'eau et un morceau de pain une fois par jour. Les gardes se relayaient, mais ils étaient toujours au moins 3. Ils ne se parlaient presque pas entre eux, et quand ils parlaient, c'était à voix basse. La découverte la plus inquiétante attendait Vidar lorsqu'il décida d'examiner les corps des assaillants. En retirant les masques des morts, il ne reconnut aucun visage. C'étaient néant des étrangers, peut-être des mercenaires de terres lointaines. Mais l'un d'eux portait sur la poitrine une petite amulette d'argent avec un signe gravé. Vidar examina longuement cette amulette,
sentant qu'il avait déjà vu quelque part d'un symbole semblable. C'était une tête de loup stylisée, entourée de runes, dont il ne pouvait comprendre la signification. Mais quelque chose lui disait que ce signe était la clé de l'énigme. Avant de quitter la cabane, il la fouilla minutieusement, à la recherche d'autres indices. Dans un coin, sous un tas de vieilles pailles, Vidar découvrit un petit paquet enveloppé dans un morceau de tissu grossier. À l'intérieur se trouvaient plusieurs pièces d'or d'une frappe inconnue et un billet écrit en runes. Vidar savait lire les runes, mais cette écriture lui était inconnue. Les symboles rappelaient d'anciens signes que l'on rencontrait parfois sur de vieilles pierres et des dalles funéraires, mais leur signification exacte demeurait une énigme. Il enveloppa soigneusement la trouvaille et la cacha sous ses vêtements. Peut-être l'un des anciens du clan pourrait-il déchiffrer le message. Sölvi était encore trop faible pour rentrer seul à la maison. Vidar improvisa une civière avec des branches et son manteau, y allongea sa femme et se mit lentement en route pour le retour. La jeune fille perdait et reprenait connaissance tour à tour, marmonnant quelque chose sur les loups et la trahison. Lors d'une des haltes, alors que Sölvi était consciente, elle dit à Vidar quelque chose qui glaça son sang dans ses veines. Le dernier jour de sa captivité, elle avait entendu l'un des gardes parler avec quelqu'un d'autre venu vérifier son état. La voix de cette personne lui était bien connue, bien qu'elle ne pût se rappeler exactement où elle l'avait entendue auparavant. Mais elle s'efforcerait de s'en souvenir. Mais le plus terrible n'était pas là. Le visiteur disait que le plan avait échoué, qu'il fallait tuer la jeune fille et se débarrasser du corps, puisque vivante elle pouvait devenir un témoin dangereux. Seule l'apparition fortuite de Vidar avait sauvé Sölvi d'une mort certaine. Cette conversation confirma les pires soupçons de Vidar. L'enlèvement n'était pas l'œuvre de brigands occasionnels ou d'un clan hostile. Derrière se tenait quelqu'un des leurs, quelqu'un qui avait accès à la demeure et connaissait tous les détails de la cérémonie nuptiale. Le traître se trouvait au cœur même du clan des fils de Halvar. À mesure qu'il approchait de la maison, l'inquiétude de Vidar ne faisait que croître. Il comprenait que le retour avec sa femme retrouvée ne résolvait pas le problème, mais ne faisait que l'aggraver. De plus, il faudrait expliquer aux représentants du clan des fils de Ragnar ce qui s'était réellement passé. La version de la fuite de la mariée était maintenant complètement réfutée. Mais à la place surgissaient de nouvelles questions, encore plus inquiétantes. Qui avait pu organiser un crime si audacieux et pourquoi était-ce nécessaire? Lorsque la silhouette de la demeure natale apparut entre les arbres, Vidar s'arrêta et regarda longuement les constructions familières. Quelque part derrière ces murs se cachait la personne qui avait failli détruire sa vie et pouvait tenter de le faire à nouveau. Il fallait non seulement démasquer le traître, mais aussi prouver sa culpabilité, sans avoir en main suffisamment de preuves. Sölvi était à nouveau inconsciente. Le soleil déclinait vers le couchant lorsque Vidar, avec son précieux fardeau, atteignit enfin les portes de la demeure. Les gardes, le voyant, donnèrent l'alarme. Et bientôt, toute la cour fut pleine de monde. La joie du sauvetage de Sölvi se mêlait à l'inquiétude de réaliser que le danger n'était pas encore passé. Le retour de Vidar avec sa femme retrouvée devint un événement qui bouleversa toute la vie de la demeure. La nouvelle du sauvetage de Sölvi se répandit dans la maison plus vite que le vent, et bientôt toute la maisonnée se rassembla dans la cour, des invités nobles aux simples serviteurs. La joie se mêlait au soulagement, mais dans les yeux de beaucoup se lisaient aussi d'autres sentiments, méfiance, suspicion, peur. On porta Sölvi dans les appartements féminins où l'entourèrent des guérisseuses expérimentées et des servantes. La jeune fille était épuisée, couverte de bleu et d'écorchures, mais vivante et consciente. C'était en soi un miracle, compte tenu des circonstances de sa disparition. Le médecin examina ses blessures et conclut qu'il n'y avait pas de danger grave pour sa vie, mais qu'il faudrait du temps pour une complète guérison. Vidar se retrouva au centre d'une attention générale d'un tout autre genre. Les anciens des deux clans exigeaient un récit détaillé de l'endroit et de la façon dont il avait trouvé la mariée, qui étaient ses ravisseurs et ce qui leur était arrivé. Chacune de ces paroles
étaient pesés et analysés. Chaque détail suscitait de nouvelles questions. Le Jarl Ragnar était particulièrement insistant dans ses interrogatoires. Le vieux guerrier ne pouvait croire que sa fille avait réellement été enlevée directement de la maison des fils de Halvard, sans soupçonner pour autant quelqu'un parmi les autres d'être impliqué dans le crime. Il exigeait de voir les corps des assaillants, d'examiner tous les indices trouvés, de vérifier chaque mot de Vidar. L'inspection de la cabane, où Vidar conduisit un petit détachement le lendemain, confirma son récit. La trouvaille la plus énigmatique restait l'amulette d'argent représentant une tête de loup. Le Jarl Halvard examina longuement l'étrange symbole, mais ne put se rappeler où il avait vu de tels signes. Les runes autour de l'image étaient également inconnues, même des gens les plus érudits du clan. Le billet trouvé dans la cabane fut transmis pour déchiffrage au vieux Skald Finr, qui était réputé pour sa connaissance des langues anciennes et de l'écriture. Le sage à barbe grise passa toute une journée à étudier les symboles étranges, mais, finalement, ne put traduire que quelques mots isolés. Il était question d'or, de temps et d'un quelconque accord, mais le sens complet du message restait obscur. Pendant ce temps, Brunjar se trouvait dans un état que l'entourage prenait pour de la joie au sujet du sauvetage de Sölvi et du rétablissement de l'honneur de la famille. Le fils cadet du Jarl exprimait effectivement sa satisfaction de l'issue heureuse, félicitait son frère pour la réussite de ses recherches et veillait à ce que la belle-sœur sauvée reçoive tout le nécessaire pour sa guérison. Mais un observateur attentif aurait pu remarquer que la joie de Brunjar avait un caractère quelque peu forcé. Il évitait les longues conversations avec son frère, s'efforçait de ne pas rester seul avec lui, et quand il était question des détails, soit de l'enlèvement, changeait rapidement de sujet. Son comportement pouvait s'expliquer par le choc des événements survenus, mais Vidar commençait à remarquer ces bizarreries. Vidar décida de vérifier ses soupçons et commença à observer discrètement son frère. Il remarqua que Brunjar s'absentait souvent de la maison sous divers prétextes, rencontrait des gens qu'on n'avait jamais vus auparavant à la demeure, et manifestait une nervosité inhabituelle quand il était question de rechercher les complices restants des ravisseurs. Un soir, alors que la plupart des habitants de la demeure dormaient déjà, Vidar remarqua que Brunjar quittait furtivement ses appartements et se dirigeait vers les écuries. Quelque chose dans son comportement parut si suspect que le frère aîné décida de le suivre. Brunjar sella un cheval et quitta la demeure, cherchant manifestement à ne pas attirer l'attention des gardes. Et il se dirigea vers la forêt par la même route qui menait à la cabane où l'on avait retenu Sölvi. Vidar le suivit à distance suffisante pour ne pas être remarqué. Dans la forêt, Brunjar quitta le sentier principal et se dirigea vers une petite clairière où se dressait autrefois un sanctuaire de dieux oubliés. Là l'attendaient 3 cavaliers, des hommes en manteaux sombres dont les visages étaient dissimulés par des capuches. Vidar s'approcha prudemment pour entendre leur conversation. Ce qu'il entendit le bouleversa jusqu'au fond de l'âme. Brunjar parlait avec les inconnus de l'échec du plan d'enlèvement, de la nécessité de se débarrasser des témoins restants et du fait qu'il fallait accélérer la réalisation de l'étape suivante du complot. Des bribes de conversation révélèrent que le fils cadet du Jarl, planifiait depuis longtemps le renversement de son frère et la prise du pouvoir dans le clan. L'un des cavaliers, dont la voix sembla vaguement familière à Vidar, parlait de l'or qui devait être versé pour l'exécution de la mission. Brunjar répondait que l'argent serait remis dès qu'il occuperait la place de son père, sur le trône de Jarl. Pour cela, il fallait discréditer Vidar. Vidar écoutait cette conversation avec une horreur et une indignation croissantes. Il ne pouvait croire que son propre frère, avec qui il avait grandi, avec qui il avait partagé les jeux d'enfance et les aventures de jeunesse, fût capable d'une telle trahison. Mais les faits parlaient à d'eux-mêmes. C'était précisément Brunjar qui se tenait derrière l'enlèvement de Sölvi. La rencontre ne dura pas longtemps. Brunjar transmit à ses complices une petite bourse contenant manifestement de l'or et reçut d'eux un paquet. Puis les cavaliers partirent dans différentes directions et le frère cadet du Jarl se dirigea vers la demeure.
Vidar rentra à la maison avant Brunjar et se coucha, feignant de dormir. Mais le sommeil ne venait pas. Dans sa tête tournaient des pensées sur ce qu'il fallait faire de cette terrible découverte. Accuser son frère de trahison sans preuves irréfutables était impossible, mais continuer à se taire devenait dangereux. Maintenant, Vidar faisait face à un dilemme difficile. D'un côté, il ne pouvait permettre que le traître reste impuni et continue à tisser des intrigues contre la famille. De l'autre, Brunjar était son propre frère. Et une accusation d'un crime si grave pouvait détruire non seulement sa vie, mais aussi la réputation de tout le clan. Vidar comprenait qu'il lui fallait des preuves plus solides qu'une conversation surprise et les vagues souvenirs de Sölvi. Il décida de continuer à surveiller son frère, espérant le prendre en flagrant délit ou le forcer à faire des aveux. L'occasion se présenta assez rapidement. Brunjar recommença à manifester inquiétude et nervosité, surtout lorsque des inconnus apparaissaient à la demeure ou lorsqu'il était question de l'enquête sur l'enlèvement. Il attendait manifestement des nouvelles ou se préparait à de nouvelles actions. Un matin, Vidar remarqua que son frère reçut un message d'un messager inconnu. Brunjar le lut en secret, puis le brûla, mais ne remarqua pas qu'on l'observait. Sa réaction au contenu de la lettre fut violente. Il était manifestement inquiet ou furieux de quelque chose. Le soir même, Brunjar quitta à nouveau la maison et Vidar le suivit encore. Cette fois, la rencontre se déroulait dans un autre lieu, dans les ruines d'une vieille tour de guet à la frontière des terres du clan. Là, son frère n'était attendu que par une seule personne. Mais leur conversation fut encore plus franche que la fois précédente. L'inconnu informa Brunjar que le plan pour discréditer Vidar était prêt à être exécuté. Il fallait placer dans les appartements du frère aîné certains objets compromettants, puis organiser leur découverte fortuite. Après cela, on pourrait accuser Vidar de conspiration avec les ennemis du clan et exiger son bannissement ou même son exécution. Brunjar approuva le plan, mais exigea des garanties que tout se passerait bien. Il ne voulait pas risquer sa propre sécurité et insistait pour que son implication dans le complot ne soit jamais révélée. L'inconnu l'assura d'une confidentialité totale et promit qu'au matin tout serait prêt. Vidar comprit qu'il n'y avait plus de temps pour réfléchir. S'il n'arrêtait pas son frère maintenant, au lever du jour, il se retrouverait lui-même dans la position d'accusé de trahison. Il fallait agir immédiatement, mais il espérait encore résoudre le conflit sans effusion de sang. Vidar n'attendit pas la fin de la rencontre de Brunjar avec l'inconnu. Comprenant que le compte se faisait en heures, il se hâta de retourner à la demeure pour empêcher la provocation qui se préparait contre lui. De retour à la maison, Vidar se faufila secrètement dans les appartements de Brunjar. Le fils cadet du jarl avait toujours été plus enclin aux occupations savantes qu'aux affaires militaires, et sa chambre ressemblait davantage au cabinet d'un lettré qu'à la demeure d'un guerrier. Partout se dressaient des coffres remplis de parchemins, gisaient des livres et des rouleaux, et dans un coin se trouvait un bureau avec des accessoires d'écriture. La fouille ne prit pas beaucoup de temps. Dans un compartiment secret de l'un des coffres, Vidar découvrit ce qu'il cherchait. La correspondance de Brunjar avec des personnes inconnues, des plans pour s'emparer du pouvoir dans le clan et des documents confirmant ses liens avec des mercenaires. Mais la découverte la plus terrible fut une lettre écrite de la main de son frère. Dans ce message, Brunjar décrivait en détail le plan d'enlèvement de Sölvi la nuit du mariage. Il indiquait le moment précis où la garde serait minimale, expliquait comment pénétrer dans les appartements de la mariée par la fenêtre et donnait des instructions détaillées pour évacuer la prisonnière de la demeure. Le document était signé du même symbole de tête de loup que Vidar avait vu sur l'amulette du mercenaire tué. Mais le plan d'enlèvement n'était qu'une partie d'un complot plus vaste. D'autres lettres révélèrent que Brunjar menait depuis plusieurs mois des négociations avec des clans hostiles, leur promettant diverses concessions en échange de leur soutien dans la lutte pour le pouvoir. Il planifiait d'accuser son père de sénilité et son frère d'incapacité à protéger l'honneur de la famille. La disparition de Sölvi devait être le premier maillon d'une chaîne d'événements qui aurait conduit à la disgrâce de Vidar. Il prévoyait de piéger Vidar. Parmi les papiers, Vidar trouva également une liste de gens
qui devait soutenir Brinjar en cas de soulèvement ouvert contre son père. À son horreur, dans cette liste figuraient les noms de plusieurs guerriers respectés du clan, y compris certains proches amis de la famille. Le complot était bien plus vaste qu'il ne le supposait. La découverte la plus douloureuse fut une lettre adressée au chef du clan hostile des fils de Harald. Dans celle-ci, Brynjar proposait une alliance fondée sur le partage des terres des fils de Halvard après l'éviction du pouvoir légitime. Il promettait de céder aux nouveaux alliés les meilleurs pâturages et les routes commerciales en échange d'un soutien militaire. Brynjar revint à la demeure juste avant l'aube, comptant manifestement que son absence était passée inaperçue. Il entra dans ses appartements silencieusement, s'efforçant de ne pas réveiller les habitants de la maison, mais y découvrit son frère, qui était assis dans un fauteuil et l'attendait. La première réaction de Brynjar fut la surprise, rapidement remplacée par l'irritation. Il exigea des explications sur les raisons pour lesquelles Vidar s'était introduit dans ses appartements privés sans permission. Mais lorsque le frère aîné lui tendit silencieusement l'une des lettres trouvées, le visage de Brynjar blêmit. Pendant plusieurs minutes, le fils cadet du jarl tenta de nier l'évidence, affirmant que les lettres étaient des faux et que les accusations étaient sans fondement. Il parla de jalousie et de méfiance, du fait que Vidar avait toujours été monté contre lui et tentait maintenant de salir sa bonne réputation. Mais les preuves étaient trop convaincantes pour qu'on puisse simplement les balayer. Lorsqu'il devint clair que niar était inutile, l'expression du visage de Brynjar changea. Le masque du frère cadet soumis disparut, cédant la place à une fureur froide et au mépris. Il n'essaya plus de se justifier, mais reconnut ouvertement son implication dans le complot. Brynjar parla des années d'humiliation, où il avait été forcé de se contenter du rôle de second fils, sans droit à l'héritage. Il parla de la façon dont son père avait toujours préféré Vidar, admirant sa force et son courage, tandis que l'intelligence et l'érudition du fils cadet restaient sous-estimées. Ce qui était particulièrement douloureux pour Brynjar, c'était qu'il se considérait comme un candidat plus digne au rôle de jarl. Vidar était un bon guerrier, mais un piètre stratège, incapable de jouer le jeu politique subtil. Sous sa direction, le clan s'affaiblirait inévitablement et finirait par être absorbé par des voisins plus puissants. Quant à l'enlèvement de Sölvi, Brynjar affirmait qu'il n'avait pas initialement prévu de lui faire du mal. La jeune fille devait simplement disparaître quelques jours, pour humilier Vidar aux yeux de sa famille et faire échouer l'alliance entre les clans. Mais lorsqu'il devint clair qu'elle pourrait identifier ses ravisseurs, il fallut prendre des mesures plus radicales. Vidar écoutait ces révélations avec un dégoût croissant. Il ne pouvait comprendre comment un homme qui avait grandi dans la même famille, élevé selon les mêmes valeurs, avait pu en arriver à une telle trahison. Les liens du sang, qui devaient être sacrés, n'étaient pour Brynjar qu'un vain mot. Les négociations avec les clans hostiles étaient menées avec prudence et en secret. Brynjar leur promettait des concessions territoriales et des privilèges commerciaux en échange d'un soutien militaire. Certains des alliés potentiels exigeaient des garanties de sa capacité à tenir ses promesses, et l'enlèvement de la mariée devait constituer une telle garantie. Les mercenaires que Vidar avait tués dans la cabane forestière n'étaient qu'une petite partie de l'armée que Brynjar rassemblait pour le coup d'État. Les forces principales se trouvaient à la frontière des terres du clan, attendant le signal pour attaquer. Si le plan n'avait réussi, la demeure aurait été capturée en une seule nuit, et le pouvoir légitime renversé sans grande effusion de sang. Le frère cadet proposa à Vidar un marché. Si celui-ci acceptait de renoncer au droit d'héritage en faveur de Brynjar, alors le coup d'État pourrait être réalisé pacifiquement, sans effusion de sang ni destruction. Leur père était déjà vieux et ne pourrait longtemps résister à la pression si les deux fils se dressaient contre lui. Mais Vidar rejeta cette proposition avec mépris. Il ne pouvait accepter de marcher avec un traître, même si ce traître était son propre frère. L'honneur du clan, la sécurité des gens qui s'étaient confiés à sa protection, les serments sacrés de fidélité à son père, tout cela était plus important que les liens familiaux. Alors l'expression du visage de Brynjar devint complètement froide. Il dit qu'il regrettait la nécessité de tuer son frère,
mais qu'il n'avait plus le choix. Trop de choses dépendaient du succès de ses plans pour permettre à Vidar de les contrarier. Si le fils aîné du Jarl ne voulait pas faire de compromis, alors il devait mourir. Brunjar tendit lentement la main vers l'épée accrochée au mur près de son lit. Ses mouvements étaient et prudents et calculés. Il comprenait qu'il n'aurait qu'une seule occasion de porter un coup. Vidar était plus fort et plus expérimenté au combat, mais l'effet de surprise pouvait égaliser les chances. Vidar se prépara lui aussi à l'affrontement, mais au fond de son cœur, espérait encore que les choses n'en viendraient pas à l'effusion de sang. C'était son frère, l'homme avec qui il avait grandi, qu'il avait aimé malgré toutes les différences de caractère. Même maintenant qu'ayant appris sa trahison, Vidar voulait trouver un moyen de résoudre le conflit sans la mort, mais Brunjar avait déjà pris sa décision finale. Dans ses yeux, il n'y avait plus de place pour les doutes ou les regrets. Il voyait devant lui un obstacle sur le chemin du pouvoir, qu'il fallait éliminer à tout prix. Les liens familiaux, les souvenirs d'enfance, les années de vie commune, tout cela cessa d'exister pour lui à cet instant. L'aube commençait déjà à poindre à la fenêtre lorsque les deux frères se dressèrent l'un contre l'autre, épées nues. Bientôt, les gens s'éveilleraient à la demeure. Un nouveau jour commencerait. Mais pour l'un d'eux, ce jour serait le dernier. Les premiers rayons du soleil levant pénétraient ainsi par les étroites fenêtres des appartements de Brunjar, colorant les murs de pierre de ton rosé. Dans cette lumière douce, deux frères se tenaient face à face, épées nues, et il semblait incroyable que dans quelques instants, l'un d'eux puisse jaisir mort sur le sol froid. Brunjar attaqua le premier, portant un coup rapide vers la poitrine de son frère. Ses mouvements étaient précis et calculés. Les années d'études de l'art de l'escrime n'avaient pas été vaines. Mais Vidar était prêt à l'attaque et para facilement, détournant la lame de son frère de côté avec le plat de son épée. L'affrontement commença dans l'espace exigu de la chambre, au milieu des meubles et des coffres de livres. Les frères se la tournaient l'un autour de l'autre, cherchant le moment propice pour porter le coup décisif. Brunjar comptait sur la vitesse et la technique, Vidar sur la force et l'expérience du combat. Le tintement des lames qui s'entrechoquaient troublait le silence matinal de la demeure. Le frère cadet se battait avec la détermination froide d'un homme pour qui ce combat était une question de vie ou de mort. Il comprenait que la défaite signifiait non seulement sa propre mort, mais aussi l'effondrement de tous les plans pour lesquels il avait sacrifié son honneur et les liens familiaux. Chacun de ses coups visait à en finir le plus rapidement possible avec son adversaire. Vidar se battait le cœur lourd. Même maintenant, alors que Brunjar tentait de le tuer, le frère aîné ne pouvait oublier les années passées ensemble. Les souvenirs d'enfance, les jeux communs, les moments de proximité fraternelle. Tout cela se dressait devant ses yeux et rendait chaque coup atrocement douloureux. Le duel se déplaçait progressivement dans la pièce. Brunjar repoussa son frère vers la fenêtre, espérant le coincer contre le mur et lui ôter toute possibilité de manœuvrer. Mais Vidar parvint à esquiver une botte particulièrement dangereuse et, roulant par-dessus le bureau, se retrouva au centre de la pièce. Au cours de l'affrontement, il devint clair que la maîtrise technique de Brunjar ne pouvait compenser la supériorité de Vidar en force et en expérience de véritables batailles. Le frère cadet se battait comme un duelliste habitué au combat selon les règles. L'aîné comme un guerrier, sachant qu'au véritable combat, on gagne à tout prix. Brunjar comprit qu'il perdait et se résolut à un geste désespéré. Il saisit sur la table un lourd chandelier de bronze et le lança vers la tête de son frère. Vidar eut à peine le temps de l'esquiver, et le chandelier heurta le mur avec fracas, se brisant en morceaux. Ce bruit réveilla la moitié de la demeure. Dans les couloirs retentirent les voix des serviteurs, puis les pas lourds d'hommes armés. Brunjar comprit qu'il ne lui restait presque plus de temps. Dans quelques minutes, les guerriers de son père feraient irruption ici, et alors toutes les explications seraient inutiles. Le désespoir lui donna de nouvelles forces. Brunjar passa à une tactique plus agressive, portant des coups plus rapides et plus résolus. L'une de ses bottes atteignit sa cible.
La pointe de l'épée laissa une longue éraflure sur la cotte de maille de Vidar, manquant de peu de percer les anneaux métalliques. Mais ce succès fut le dernier pour le frère cadet. Emporté par son attaque, il s'était trop avancé et perdit l'équilibre. Vidar profita de cette erreur et porta un coup puissant du plat de l'épée sur le poignet de son adversaire. Brunjar cria de douleur et lâcha son arme. Son bras droit pendait inerte. Le coup avait endommagé les os et les tendons. Vidar aurait pu achever son frère sans défense d'un seul coup. Mais il hésitait encore, espérant trouver une autre issue à la situation. Mais Brunjar n'avait pas l'intention de se rendre. De la main gauche, il tira de sa ceinture un long couteau et se jeta sur son frère, avec un cri furieux. C'était une attaque du désespoir, une dernière tentative de changer l'issue du duel. Il visait le cou, là où la cotte de maille ne protégeait pas le corps. Vidar recula, mais n'eut pas le temps d'esquiver complètement le coup. La lame du couteau passa sur sa joue, laissant une coupure profonde de l'oreille et au menton. Le sang coula sur son visage, inondant ses yeux et gênant sa vision. À cet instant, la porte des appartements s'ouvrit avec fracas, et des guerriers hors du clan firent irruption dans la chambre, menés par le jarl Alvard. Le vieux souverain était en vêtements de nuit, mais portait son épée, et son visage exprimait une sévère détermination. Voyant ses fils avec des armes ensanglantées, il s'arrêta net. Brunjar profita de la confusion et fit une dernière tentative pour tuer son frère. Il lança le couteau avec tant de force que la lame siffla dans l'air, se dirigeant droit vers le cœur de Vidar. Mais le frère aîné eut le temps de réagir et détourna l'arme volante avec son épée. Le couteau, dévié de sa trajectoire initiale, heurta le mur de pierre et tomba au sol. Brunjar restait désarmé, avec un bras endommagé, entouré des guerriers de son père. Son visage exprimait un mélange de fureur, de désespoir et d'un étrange soulagement. La lutte était enfin terminée. Le jarl Alvard exigea des explications. Sa voix tremblait de stupeur. Voir ses deux fils prêts à s'entretuer était pour lui un coup terrible. Vidar tendit silencieusement à son père les documents trouvés dans les appartements de Brunjar. Le vieux guerrier prit les lettres de main tremblante et commença à lire. À chaque ligne, le visage du jarl devenait de plus en plus sombre. Il lisait les plans de trahison, les négociations avec les ennemis du clan, la préparation du coup d'État. Lorsqu'il arriva à la description de l'enlèvement de Sölvi, sa main se serra sur la poignée de l'épée, si fort que ses jointures blanchirent. Brunjar ne nia pas sa culpabilité. Bien plus, il déclara avec défi qu'il ne se repentait pas de ses actes. Il dit qu'il avait agi dans l'intérêt du clan, que sous la direction de Vidar, la lignée serait inévitablement tombée en décadence. Ces paroles résonnèrent comme une insulte pour tous les présents. Les anciens du clan, qui avaient aussi accouru au bruit, écoutèrent donc l'aveu de Brunjar avec horreur et dégoût. La trahison de la famille et du clan était l'un des crimes les plus graves dans leur société, puni de mort. Personne ne s'intéressait au motif du traître. Le simple fait de la trahison faisait de lui un paria. Le jarl Alvard resta longtemps debout en silence, tenant dans ses mains les lettres de son fils. Sa tête grise était baissée, ses épaules voûtées par le chagrin. Ce n'était pas seulement un père apprenant le crime de son enfant, c'était un souverain confronté à la trahison dans sa propre famille. Finalement, il leva la tête et regarda Brunjar. Dans ses yeux, il n'y avait ni colère ni haine, seulement une fatigue infinie et une déception. Il prononça la sentence d'une voix basse, mais clairement audible. Brunjar, fils de Halvard, était déclaré banni, privé de nom, d'héritage et du droit de se dire fils du jarl. Mais Brunjar ne laissa pas son père achever la cérémonie de bannissement. Il éclata d'un rire amer et déclara qu'il n'avait pas besoin de la clémence du vieillard. Si ses plans avaient échoué, alors il préférait la mort au bannissement. De la main gauche, il saisit un éclat du chandelier brisé et dirigea la lame de bronze acérée vers sa propre gorge. Vidar se précipita vers son frère, tentant de l'arrêter, mais il était trop tard. Brunjar passa le couteau improvisé sur son cou, et le sang jaillit sur le sol. Il tomba à genoux, puis s'effondra face contre terre, se tordant dans les convulsions de l'agonie. La mort vint rapidement.
Quelques minutes plus tard, Brunjar gisait immobile dans une mare de sang, et son visage avait pris une pâleur de cire. Le fils cadet du Jarl Alvard quitta ce monde comme il avait vécu ces derniers émois, fièrement, insoumis et solitaire. Le Jarl Alvard s'agenouilla près du corps de son fils. Le vieux guerrier pleurait sans avoir honte de ses larmes. Il avait perdu non seulement un enfant, mais aussi la foi en l'inébranlabilité des liens familiaux. La trahison de Brunjar avait détruit quelque chose d'important dans son âme, quelque chose qui ne se rétablirait jamais. Vidar se tenait lui aussi au-dessus du corps de son frère, et des larmes coulaient sur son visage ensanglanté. Il se sentait coupable de la mort de Brunjar, bien qu'il comprît qu'il n'avait pu agir autrement. Le devoir envers le clan, la fidélité au père, la protection des innocents, tout cela était plus important que les sentiments personnels. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit rapidement dans la demeure. Les gens se rassemblèrent dans les appartements où s'était déroulée la tragédie et regardèrent avec horreur le corps du traître. Beaucoup ne pouvaient croire que le tranquille et érudit Brunjar fût capable de tels crimes. Sölvi, apprenant la mort de son beau-frère, vint elle aussi dans ses appartements. Elle resta longtemps près de la porte, regardant Brunjar mort, puis s'approcha de son mari et l'enlaça. La jeune fille comprenait combien cette confrontation avec son frère avait coûté à Vidar et voulait le soutenir dans ce moment difficile. Le jour même furent arrêtés plusieurs guerriers du clan dont les noms figuraient sur les listes de Brunjar comme partisans potentiels du coup d'État. La plupart d'entre eux nièrent leur implication dans le complot, affirmant que Brunjar avait mal interprété leurs paroles ou que leurs noms avaient été inclus dans les listes à leur insu. Des messagers furent envoyés aux clans hostiles, avec l'exigence de livrer ceux qui avaient mené des négociations avec le traître. Certains de ces hommes furent capturés et exécutés. D'autres réussirent à se cacher dans des terres lointaines. Mais l'essentiel était fait. Le complot avait été révélé et neutralisé. Brunjar fut enterré sans les honneurs dus à un fils de Jarl. Son corps fut mis en terre au bord du cimetière, sans pierre tombale ni repas funéraire. Le nom du traître devait être oublié, comme s'il n'avait jamais existé. L'alliance entre les clans des fils de Halvard et des fils de Ragnar fut restaurée et même renforcée après la révélation du complot. Le Jarl Ragnar remercia publiquement Vidar d'avoir sauvé sa fille et exprima sa disposition à le soutenir dans toutes ses entreprises. Le mariage, qui commençait sous un signe si malheureux, reçut la bénédiction des deux familles. Vidar fut officiellement déclaré héritier de son père et futur jarl du clan. Maintenant, personne ne doutait plus de sa capacité à défendre l'honneur et les intérêts de la lignée. L'épreuve qu'il avait traversée n'avait fait que renforcer son autorité parmi les guerriers et les anciens. Mais la victoire avait coûté cher. Vidar avait perdu son frère et le Jarl Alvard son fils. La blessure dans l'âme du vieux souverain ne guérirait jamais complètement, et les souvenirs de la trahison de Brunjar le poursuivraient jusqu'à la fin de ses jours. La famille avait survécu, mais elle était changée à jamais. Sölvi se remettait progressivement des bouleversements qu'elle avait vécus. Le soutien de son mari et les soins de sa famille l'aidaient à retrouver son équilibre intérieur. Les cauchemars de l'enlèvement la tourmentaient encore longtemps la nuit, mais chaque jour, il devenait plus faible. La célébration du mariage fut répétée, mais de façon plus modeste. Les événements récents avaient apporté trop de chagrin pour qu'on puisse célébrer avec le faste d'autrefois. Mais l'essentiel était atteint, l'alliance entre les clans s'était concrétisée, et la paix avait été rétablie.